Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir donc de recevoir Monsieur Christophe Tropot pour son livre Le plaisir du lien. Donc, vous êtes membre associé du laboratoire TEMOS, Temps, Monde, Société, et vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Victor Hugo de Château-Gontier. Vous avez réalisé votre Master 2 à Poitiers sur l'approche de l'organisation de l'espace à travers une source inquisitoire, le cas de la deuxième commission d'enquête d'Alphonse III du Portugal 1258, sous la direction de Stéphane Boisselier en 2009. En 2020, vous avez soutenu une thèse sous la direction de François Ploux, consacrée à la sociabilité associative dans les communes rurales du département de la Mayenne, des années 1830 aux années 1930, à l'Université Bretagne Sud. Vous avez également publié plusieurs articles dont les sujets sont en lien avec votre thèse, comme cette année « L'échec du cyclisme associatif rural en Mayenne au début du XXe siècle » ou « L'association en France, une histoire qui reste à faire ». À partir de votre thèse, vous avez publié en 2023 aux Presses universitaires de Rennes « Le plaisir du lien, la sociabilité associative rurale en Mayenne des années 1830 aux années 1930 ». Vous y explorez comment une culture formalisée, incarnée par la sociabilité associative, a émergé face à une culture coutumière, symbolisée par les veillées et assemblées villageoises. Vous mettez également en lumière un processus d'acculturation qui s'est développé dans ce département au cours de cette période, dans une région, l'ouest de la France, souvent négligée par l'historiographie de la vie sociale. Nous allons pouvoir commencer les questions. Maintenant que tout le monde sait qui vous êtes, on peut poser quelques questions. Alors, dans un premier temps, vous avez travaillé sur le Moyen-Âge, puis choisi de vous tourner vers le XIXe siècle, avec les thématiques de la Mayenne et de la sociabilité. Ce n'est pas un parcours assez plutôt commun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix? Oui. Oui, c'est vrai que ça... Même avant, parce qu'en fait j'ai commencé mes études de formation universitaire initiale à l'université de Poitiers, où effectivement je me suis spécialisé en histoire médiévale. J'ai fait une maîtrise, l'équivalent de M1, sur l'occupation du sol et le peuplement d'un canton du Poitou. Voilà, puis après j'ai passé le concours de CAPES, donc j'ai fait une dizaine d'années d'enseignement. J'ai été muté en Mayenne, voilà. Et puis j'ai passé l'agrégation interne. Et à ce concours-là, il y avait une question contemporaine qui s'appelait « Les campagnes européennes 1830-1930 », avec un manuel qui m'a beaucoup intéressé. Et donc, j'ai décidé de reprendre des études universitaires et je suis reparti sur la médiévale. Et donc, comme ça a été dit, j'ai fait un master recherche, ça avait changé de nom entre-temps, j'étais parti sur l'occupation du sol et le peuplement pareil, médiéval. Le professeur qui m'avait suivi en maîtrise était parti à la retraite, et donc c'est Stéphane Boisselier qui avait repris, mais sauf que lui est spécialiste du Portugal. Et il m'a dit, le Poitou, je ne connais pas grand-chose, mais si le Portugal vous intéresse, allons-y. Donc je suis parti sur le Portugal, donc j'ai fait mon master sur le Portugal, sur un ensemble, un corpus médiéval. Et j'ai enchaîné sur une thèse qui s'appelait Formation de la frontière entre l'Espagne et le Portugal, 11e, 14e, je ne sais plus exactement. Sauf qu'il faut aller sur place. Et donc j'ai postulé 3 ans de suite pour avoir les bourses pour pouvoir loger sur place à la Casa de Velázquez, que je n'ai pas eu. Et donc j'ai arrêté. Et donc j'ai essayé de me recycler sur la Mayenne en médiéval, mais bon, il y a déjà des gens qui travaillent dessus, c'était déjà... Et donc en 2013, s'est posé la question de savoir, voilà, qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je pouvais faire. La recherche m'intéressait, c'était vraiment la recherche. Et donc je suis resté sur la Mayenne pour des raisons logistiques, parce que j'habite, voilà, je travaille en Mayenne, et j'ai repensé à ce manuel d'agrégation, dont un des auteurs était François Ploux. Donc j'ai pris contact avec François Ploux, parce qu'en fait, il y avait une auteure bordelaise, un auteur dijonnais et un auteur breton, on va dire. Et donc, le plus près de la Mayenne, c'était lui. Et il a accepté de me suivre. Et donc, c'est lui qui m'a proposé ce sujet sur les sociabilités associatives en Mayenne, puisque c'était... Voilà, je ne me suis pas fait ravoir sur un sujet que je ne pourrais pas faire logistiquement. Donc, la Mayenne s'est imposée pour des raisons pratiques. Et justement, quelle est votre définition de la sociabilité et pourquoi avoir choisi d'étudier par le biais des associations ? Alors le sujet, c'est François Ploux qui me l'a proposé. Il y en avait d'autres, mais donc j'ai pris celui-ci. Donc je suis arrivé sur les sociabilités associatives, et vous remarquerez que au final, ça s'appelle la sociabilité associative, puisqu'en fait, j'ai été obligé de me repencher sur cette notion. Et alors c'est une notion qui a été introduite par l'historien Maurice Agulon dans les années 60 en le champ historique. Alors c'est une notion qu'il avait piochée chez un folkloriste provençal, et donc s'était vraiment très attaché à l'étude de la Provence, et pour lui, ce côté d'être bien ensemble,
c'était plutôt caractéristique d'une culture méridionale. Et donc, il l'a traité de manière associative. Et lui, vraiment, ne l'a fait que le plaisir d'être bien ensemble à travers l'association. Et puis après, ce thème-là, cette thématique-là a eu beaucoup de succès dans les années 80. On a fait de la sociabilité de la famille, la sociabilité de la rue. Enfin, il y a eu plein de sociabilités. Ça s'est un petit peu perdu. Et le thème a un petit peu disparu de l'historiographie. Et je l'ai repris, alors d'abord au pluriel, et puis après, en me repenchant dessus, je me suis rendu compte que ça avait été défini en sociologie. Donc là, cette thèse-là m'a emmené un petit peu sur de la sociologie. Il va falloir que je lise un petit peu de sociologie. Et ça avait été défini par notamment un sociologue allemand qui s'appelle Georg Simmel, qui parle d'être ensemble agréablement, et c'est lui qui parle du plaisir du lien, d'où le nom le titre de l'ouvrage. Et donc, de revenir un petit peu à un concept plus resserré, et pas parce que la sociabilité, telle qu'on peut en lire parfois, c'est un petit peu tout et rien en termes de lien. Là, vraiment, c'était l'idée d'approcher la sociabilité au sens d'un lien, d'un groupe, de gens avec qui on est agréablement, qu'on est là pour le plaisir, et pas uniquement pour des raisons professionnelles ou pour des raisons syndicales. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai exclu tout ce qui était parti politique, syndicat de mon propos, et que je n'ai gardé que, je dirais, que les groupements où on est là pour le plaisir, voilà, juste pour le plaisir du lien, pour le fait que ce soit pour faire du foot, que ce soit pour faire de la chanson, que ce soit pour faire jouer à la boule, au billard, voilà. Quelles sont les sources sur lesquelles vous avez travaillé pour repérer vos associations? Alors, d'abord, des sources administratives, la série M, donc série préfectorale. Donc, c'est d'abord des séries de déclarations d'associations. Alors, la loi de 1901 a changé beaucoup de choses, puisqu'en fait, avant 1901, les associations, les gens qui veulent créer des associations doivent prouver leur honorabilité. Donc il y a plein de courriers, donc il y a plein de listes de membres, de membres honoraires, des appuis du maire, d'autorités, et donc beaucoup de choses. Après 1901, c'est juste des registres avec président, trésorier, secrétaire, et on perd beaucoup en qualité de l'information. On gagne beaucoup, on a beaucoup plus de suivi sur le nombre d'associations, mais en revanche, on perd en qualité. On ne sait plus trop bien combien il y a de membres, voilà, il y a beaucoup moins de choses. Ça, c'est la première chose. Et puis après, comme les associations viennent de champs divers, ça peut être des archives militaires avec tout ce qui est société conscriptive, c'est-à-dire la formation militaire. Ça peut être des archives culturelles avec tout ce qui est musique. Ça peut être des archives judiciaires, puisque quelques associations, il peut y avoir des conflits en interne, et donc ça peut être des archives judiciaires. Comme le prouve la couverture, ça peut être aussi des archives iconographiques, avec l'utilisation de cartes postales anciennes, qui montrent soit des mises en scène, soit des associations en place. Ça peut être sur la fin de la période, je l'ai utilisé aussi des sources cinématographiques, avec des petits films. Il y a sur mon territoire un secrétaire d'association qui a filmé son association dans les années 30, donc ça me permet d'avoir aussi une diversité de sources. Très bien. Revenons-en maintenant à votre livre. Pourquoi avoir fait le choix des purs pour votre premier ouvrage? Alors j'ai regardé un petit peu la saison 1, et j'avais regardé, je crois, le numéro 1 de la saison 1 avec Vincent Launay, c'est ça, qui avait fait la réponse que j'ai fait ma thèse à Lorient, et donc logiquement les purs se sont imposés. C'est vrai que quand on a discuté avec François Plou, voilà, c'est les partenariats qu'il y a entre l'Université de Bretagne Sud et puis les purs fait que c'est un petit peu l'éditeur logique quand on fait une thèse à Lorient. Pour partir du format de la thèse, sans doute volumineux, à l'ouvrage publié, avez-vous dû adapter, réorganiser ou couper certains aspects de votre travail pour répondre aux attentes éditoriales, justement? Oui, parce que je crois que c'était 800 000 signes de mémoire, la limite. J'en avais plus d'1 million. Donc il y a un cinquième de thèses qui est en moins dedans. Alors les choix qui ont été faits, il y a des parties qui étaient un petit peu des extensions. Donc notamment, je viens de me souvenir en conclusion, je faisais une conclusion, une extension
qu'après j'ai récupéré dans un article, donc je l'ai recyclé. Mais il y a des parties aussi, je faisais une partie dans la thèse de départ sur le secours mutuel. Ça m'a paru moins intéressant. Donc je disais tout un développement sur pourquoi il n'y avait pas de secours mutuel. Et donc, hop, je l'ai mis de côté. Et puis j'ai aussi mis de côté tout ce qui était citation en longueur d'auteurs autres. Donc en fait, pour gagner de la place, on met juste une petite note et puis le numéro de la page. Et donc j'ai réussi, grâce à ces trois choses-là, de pouvoir rentrer dans les 800 000 signes demandés. Votre étude couvre une période allant des années 1830 aux années 1930. Qu'est-ce qui vous a mené à choisir ces bornes chronologiques ? Les bornes, en fait, comme je vous disais, ça part d'une question d'agrég 1830-1930. Après, ces bornes-là qui avaient été choisies pour le concours n'étaient pas au hasard, puisqu'en fait, 1930, en termes d'archives, on finit les archives modernes et après on passe sur une autre cotation, donc c'est compliqué. Et puis 1830, pour mon sujet, c'est le début des premières associations. Alors, il y a des associations qui ont existé fin 18e, avec quelques sociétés littéraires, quelques loges maçonniques, mais en fait qui retombent avec la période révolutionnaire, et c'est vraiment 1830, même si j'évoque évidemment un petit peu ce qui se passe un petit peu avant, mais 1830 c'est vraiment l'éclosion de cette première forme d'association, en tout cas sur le territoire, et même plus globalement à l'échelle de la France. Et justement, comment était définie une association durant cette période ? Et en quoi différait-elle des associations actuelles ? Alors, si je remonte, donc les premières formes, c'est fin 18e avec donc les sociétés littéraires. Là, il n'y avait pas de réglementation particulière. Après, la législation révolutionnaire est passée dessus, interdit toute forme de corporation, réunion, même si ça n'a pas empêché certaines associations rurales, notamment en Mayenne, de continuer à exister, puisque j'ai notamment parmi des sources un petit peu rares, des registres de délibération. Et en fait, on a des associations, un cercle qui continue à exister de 1770 à 1830, même si avec des périodes un petit peu de sommeil. Et après, Napoléon arrive dessus, et avec une législation assez restrictive, limitant l'association à 20 membres, mais avec un système de déclaration. Donc c'est là où s'enclenche, c'est cette législation-là qui va durer jusqu'en 1901, où il faut que les gens qui veulent fonder une association rédigent une sorte de lettre de motivation, si je puis dire, pour dire, voilà, on veut créer ça pour ça, c'est pas pour remettre en cause l'ordre établi, les gens qui seront dedans, on met une liste très précise, on met leur profession, leur âge, si possible, le maire, le conseiller municipal, voilà, en gros, il faut justifier, et ça va aller jusqu'à la loi de 1901 qui écrase tout ça, et donc là, c'est un petit peu la loi qu'on connaît aujourd'hui, c'est toujours la loi qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire une déclaration très simple avec président, secrétaire, trésorier en préfecture, et il n'y a pas toute la paperasserie qu'il y avait avant pour la déclaration. Et pourquoi choisir cette illustration en première de couverture ? Est-ce qu'elle est représentative des associations de l'époque, ou est-ce plutôt un choix esthétique ? Il y a le côté esthétique, et puis il y a aussi le lien, en fait, le fait que les gens se tiennent, voilà, ça illustrait un petit peu le titre. Et puis, alors c'est une illustration qui vient donc de Mêlée-du-Maine, c'est un village, un chef-lieu de canton au sud de Laval. C'est une illustration qui vient d'un patronage catholique. Et en fait, les patronages catholiques, c'est un type d'association qui sont quand même assez importants sur mon territoire. Donc c'est assez représentatif de la vitalité associative de l'époque. Et pourquoi vous choisissez de vous concentrer spécifiquement sur la sociabilité en milieu rural plutôt qu'en milieu urbain ? Parce que mon directeur de thèse était plutôt un ruraliste, voilà. Donc c'est lui qui m'a emmené. Et puis même le fait que d'après je me suis interrogé sur mon parcours. Même mon côté médiéval, je travaille sur les campagnes. Donc en fait, s'il y a un lien entre ce que j'ai fait en médiéval et ce que je fais en contemporaine, ça reste la campagne. Donc je m'intéresse plus à la campagne. Bon, c'est peut-être mes origines qui veulent ça, mais voilà. Donc et malgré tout, je parle un petit peu des villes, parce qu'en fait, j'ai exclu. Ça a été aussi un travail de réflexion, de savoir où est-ce que j'ai mettais le curseur entre ville et campagne. Donc là, j'ai exclu la préfecture et les deux sous-préfectures. Même malgré tout,
j'en parle, puisqu'en fait, il y a quand même des liens, quand on fait de la cartographie aussi, on voit qu'autour des grandes villes, il n'y a pas trop de monde associatif, parce qu'en fait, le monde urbain étouffe un petit peu la création, je pense par rapport aux fanfares. On ne va pas créer une fanfare à coller à une grosse ville, parce que la fanfare de la ville, en fait, se déplace. Et donc, malgré tout, voilà, c'est sur la campagne, mais on ne peut pas éviter de parler un petit peu de la ville. Très bien. Dans cette Mayenne rurale, les associations forment ce que vous qualifiez de tissu social. Pourriez-vous nous en dire plus? Par exemple, quels sont les grands types d'associations? Alors, les grands types d'associations, on peut reprendre la chronologie. Donc, tout d'abord, c'est les cercles, ce qu'on a appelé dans la région, qui s'appelle dans la région les cercles angevins. Mais après, j'ai fait une communication la semaine dernière sur les campagnes de l'Ouest. Et en fait, ce cercle angevin, on peut l'étendre sur l'Ille-et-Vilaine, évidemment la vallée de la Loire, l'Orne, la Sarthe. Voilà, donc c'est une grande zone comme ça. C'est un cercle qui est à base de jeux. On joue à l'intérieur, c'est du billard, à l'extérieur, on joue la boule. Et il y a encore aujourd'hui une culture traditionnelle de la culture de la boule, alors pas de la pétanque, hein, mais la boule bretonne, boule angevine, boule de fort dans la vallée de la Loire. Donc ça, c'est jusque dans les années 1880. Et puis à partir de 1880, les deux grands pôles, c'est musique et gymnastique, on va dire. Voilà, avec les fanfares qui vont se développer jusque dans les années 1910. Et puis là, on a le relais qui est pris par des associations sportives, vraiment sportives, avec l'émergence du foot. Mais ça, c'est plutôt années 10-20. Et puis après, on a la diversification avec du vélo, du ping-pong, voilà. Comment se sont-elles développées au cours de votre période? C'est-à-dire comment ont-elles, je dirais, évolué? Parce que c'est vrai que les associations de 1830 diffèrent beaucoup de celles qu'on peut voir à la fin de votre période. Alors en fait, le cercle, donc je disais, ça commence vers 1830, ça se développe beaucoup jusque vers 1880. Et en fait, alors les cercles soit mutent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui au début se réunissent pour jouer à la boule, pour jouer au billard, et puis après ils font de la musique, et puis ils créent une fanfare, et en fait, on quitte le côté cercle pour devenir fanfare. Il y a certains aussi qui vont se mettre à faire sur un champ de tir, centre de tir, donc on a aussi ça. Et puis d'autres vont disparaître, voilà, parce qu'en fait elles ne correspondent plus à l'époque. On est sous la Troisième République, on est sur une période où on met vraiment en avant le côté collectif, on veut vraiment, et donc le côté, ces cercles en fait se réunissaient toujours dans des espaces très privés. C'était vraiment pour se distinguer du reste de la population. Et donc ça ne correspondait plus à un modèle d'association. Et donc ils vont disparaître, et c'est notable, on va les retrouver à la tête de clubs de gymnastique ou de musique, avec une pratique qui va un petit peu se démocratiser, entre guillemets. Hein. Bon, ça reste toujours strictement masculin, mais on a un peu plus d'artisans, un peu plus de commerçants en musique et puis en gymnastique. Et ça, après, évidemment, ces clubs de gymnastique vont intégrer des pratiques. Au départ, le foot, on voit apparaître le foot, mais en fait, c'est dans la préparation militaire. Et progressivement, cette pratique-là, ce foot, va prendre une place de plus en plus importante. Et puis, alors, la préparation militaire, sur la période, elle va très très loin, puisqu'en fait, même après la Première Guerre mondiale, on a encore un pic de création de préparation militaire, on est encore dedans, même après la Première Guerre, et le côté sportif va vraiment s'imposer avec le côté pacifique, oui, dans les années 30, avec là des vrais clubs de foot, des vrais clubs de ping-pong, des vrais clubs de natation, des vrais clubs d'équitation, alors même si l'équitation et la natation, il y a toujours petit aspect militaire, mais bon, le club de ping-pong, je ne vois pas trop le lien avec la guerre, mais le foot va vraiment avec la création de championnats, voilà, donc on a une sportivisation de l'association. Du coup, quelles sont les associations qui se démarquent le plus au fil du temps? Est-ce que c'est du coup plutôt ces associations sportives, les associations musicales? C'est en fait une histoire de génération, en fait, puisque le dernier cercle que j'ai repéré, c'était juste après la Première Guerre mondiale. En fait, cette forme du cercle où les gens se réunissent dans un club de forme privée, un entre-soi, en plus dans un monde rural qui est plutôt un monde rural qui est en effondrement démographique, ça n'a plus trop de sens. Et l'idée, c'est vraiment que l'association, entre 1900
et 1930, joue vraiment le rôle de lien social. En gros, l'équipe de foot, la fanfare, ça crée du lien dans le village face à un village qui perd des habitants. Et donc, c'est plutôt ce modèle-là, quand on a l'image de la sociabilité associative au village, c'est plutôt cette image-là qui s'impose de l'équipe de sport, avec des... Avant le sport, c'est la musique, ou même les sapeurs-pompiers, parce que j'ai oublié de mentionner les sapeurs-pompiers qui jouent un rôle important, mais en fait, on a des sapeurs-pompiers qui font des concours, ce qu'on appelle des concours de pompes, des pompes à incendie, avec des compétitions des compétitions sportives, on va dire, pour éteindre des incendies, pour répondre aux commandements, etc., etc. Donc il y a un vrai chauvinisme local qui se met en place, avec des corps de sapeurs-pompiers, des fanfares qui partent à l'extérieur par le train, et qui reviennent avec des applaudissements, ils ont leurs supporters, avec des comptes rendus de concours, de concours musicaux aussi, qui sont dans la presse locale, et donc en fait qui galvanisent et qui font la fierté locale du village. Pour rentrer plus au cœur des associations, quelles sont les sociabilités qui s'y vivent exactement? Pardon, quelles sont les sociabilités qui s'y vivent dans les associations en elles-mêmes de l'époque? C'est une sociabilité masculine, voilà, déjà. Et puis, alors, comme je disais, c'est uniquement masculine. Je dis un mot quand même sur les femmes, parce que j'ai travaillé dessus un peu plus précisément pour la semaine dernière, pour ce colloque sur les femmes et mondes ruraux, enfin associations. Il y a dans les cercles une concierge, voilà, qui peut être, mais qui a le rôle de concierge et qui n'est pas dans le membre. Et puis, les filles, on les retrouvera après dans les patronages catholiques, mais plutôt années 20. Donc en fait, c'est vraiment, pour les filles, c'est vraiment très très tard. Et sinon, donc une sociabilité masculine, de notables. Donc c'est essentiellement le maire du village, les conseillers municipaux, les gros propriétaires, le châtelain. Parfois le curé aussi peut avoir son mot à dire et être membre du cercle. Et puis progressivement, c'est une sociabilité qui va, comme je disais, se démocratiser avec des artisans, des commerçants, pas très peu d'agriculteurs, paysans. En fait, eux, ils ne sont pas du tout dans cette sociabilité-là. Ils restent sur la sociabilité coutumière des veillées ou des assemblées de village pour des raisons de coût. Ça coûte de l'argent de cotiser à l'association, de temps aussi, il faut du temps pour pouvoir y participer. Et puis de lieu aussi, parce que comme souvent les paysans vivent dans les hameaux autour du village, du bourg, et que les répétitions de musique, que les répétitions de tir se font à l'école du bourg, il y a une question de distance. Et que même pour les pompiers, c'est évident que faire partie du corps de sapeurs-pompiers, il faut habiter dans le bourg. Quand il y a un incendie, voilà, on ne peut pas faire venir 3, 4, 5 km autour du bourg les paysans au bourg pour les faire repartir sur le lieu de l'incendie. Donc en fait, il y a même des règlements qui interdisent aux paysans d'intégrer le corps de sapeurs-pompiers parce que ça n'a pas de sens géographiquement. Donc en fait, c'est une sociabilité comme assez restreinte. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un corps très limité. Déjà pas de femmes, et puis on reste sur jusqu'à la fin de ma période où avec les amicales d'anciens combattants, qui sont plus que des amicales pour réclamer des pensions, c'est des amicales vraiment qui organisent des banquets, des fêtes, parfois assez longues, là où on voit une présence paysanne forcément plus forte, mais ça reste quand même assez limité. Vous parlez de l'État réseau. Est-ce que vous pouvez définir ce concept? Alors l'État réseau, c'est un concept de Pierre Rosanvallon qui dit que l'État s'appuie sur des associations pour en fait rayonner et en fait il ne se contente pas d'avoir ces institutions, mais qu'il profite d'associations pour pouvoir contrôler le pays. Alors notamment, ça peut être le cas des comices agricoles, où ils profitent de ces créations de comices pour pouvoir réseauter. Et puis, quand l'État... alors les comices agricoles, je les ai mis de côté, mais c'est une pratique qui existe avant la période qui m'intéressait aussi. Mais par exemple, quand l'État fait la promotion des fanfares,
Et en fait, il y a des subventions. En fait, via les conseils généraux, les préfets, eh bien, l'État subventionne la création, l'achat d'instruments, l'achat de partitions, et puis également pour tout ce qui est société conscriptive, société de tir, il faut des fusils. Et donc ça, on fait appel à des régiments qui sont placés à côté, et donc, vous avez de l'armement qui est mis à disposition d'associations pour s'entraîner. Donc là, l'État est vraiment très très impliqué, et ça permet à l'État d'avoir au-delà du maire, au-delà des institutions, au-delà du préfet, au-delà du sous-préfet, d'avoir vraiment une mainmise sur l'ensemble du territoire, d'avoir des liens d'avoir une mainmise sur un contrôle sur l'ensemble du territoire. À partir des éléments que vous avez mis en avant, la Mayenne est-elle un département à la sociabilité associative singulière ou plutôt typique de ce qui se fait dans l'ouest de la France ou de ce qui peut être observé dans l'ouest de la France à cette époque? Ça doit rentrer dans le côté typique, c'est un petit peu la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Mais là où je voulais en venir, c'est que de cette thèse aussi, c'est qu'avec Agulon, on avait un petit peu l'impression, même s'il était revenu un petit peu à la fin sur ses propos, mais qu'il y avait une sociabilité méridionale et qu'il n'y en avait que dans le sud de la France. Et que l'ouest de la France, du fait de la dispersion de la population en petits hameaux, du fait d'une population qui votait très conservateur, il n'y avait pas de sociabilité et que, voilà, en gros, ils n'avaient pas pu devenir républicains parce que forcément, ils étaient tous dispersés. À la fin, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'études qui sont un petit peu remontées, qui ont remonté un petit peu le Rhône. Et puis il y avait aussi des études de Jean-Luc Marais sur l'Anjou. Il y a eu des choses, il était un petit peu revenu sur la spécificité méridionale. Donc il y a bien une sociabilité dans l'Ouest, sociabilité associative, alors qui ne prend pas forcément les mêmes caractéristiques et la même chronologie que dans le Sud, mais elle existe. D'ailleurs, quand François Ploum avait lancé là-dessus, il n'est pas forcément spécialiste de l'Ouest de la France, enfin de la Mayenne, et il a été aussi surpris que moi de voir qu'il y avait autant de sources. En fait, c'était un peu un sondage sur ce département-là, et de voir qu'il y avait une masse d'informations qui pouvaient aboutir à un travail de thèse. Donc il y a quelque chose à faire. Après, est-ce que la Mayenne se distingue? Non, elle est caractéristique de ce qui se passe dans l'Ouest. Alors l'Ouest, un grand Ouest, c'est-à-dire un peu Bretagne, Normandie, en fait, elle est un peu centrale, Anjou. Voilà, avec peut-être un peu plus de présence chrétienne, catholique, on va dire, un poids notamment dans dans la création de sociétés de cures, qui est un peu des cercles en fait, qui sont voulus par le curé. En fait, même si à la fin on va finir par jouer au billard, mais en fait c'est le curé qui est à l'initiative du cercle, avec dans les règlements une ambition très moralisatrice, avec on n'a pas le droit de blasphémer, on n'a pas le droit de critiquer Dieu pendant la partie de billard. Mais ça, c'est écrit. Et puis, en fait, on a aussi des choses sur le fait que ça permet aux fils de ne pas traîner dans les mauvais endroits. Donc, en fait, il y a vraiment l'idée de les encadrer, d'encadrer la jeunesse aussi. Ça, c'est aussi important. Ça se retrouve dans les patronages catholiques. Et donc, à partir des années 1910, l'Église catholique joue un rôle très important dans le développement. Et d'ailleurs, reprend, c'est ça qui est un petit peu ambivalent, c'est-à-dire qu'en fait, l'État veut développer tout ce qui est militaire, fanfare, et en fait, l'Église développe le militaire et la fanfare pour contrer la laïcisation. Donc en fait, on a une sorte de... En fait, on reprend ça et ça marche. Et en fait, dans les petits villages, on a généralement un affrontement, mais c'est souvent, en Mayenne, c'est souvent le patronage catholique ou la société conscriptive catholique qui s'impose, parce que il y a un poids de la religion catholique dans les campagnes. L'un des thèmes de votre ouvrage est la constitution de différents groupes de personnes qui s'investissent dans les associations. On en a déjà parlé un petit peu avant, mais y a-t-il une évolution dans les classes sociales qui la fréquentent? Oui, alors effectivement, comme je disais, d'abord c'est très notable, donc voilà, curé, châtelain, propriétaire, du fait du temps libre, et puis il y a un investissement très fort, notamment avec les fanfares et puis les sociétés conscriptives, des artisans et des commerçants. Alors ça s'explique d'une part parce qu'ils sont dans le bourg, d'une part aussi qu'ils y ont un intérêt
puisque intérêt commerçant, on va dire, puisque en fait, ils organisent des manifestations dans le bourg, et donc ce qui veut dire venue de clientèle, donc il y a aussi un intérêt derrière un petit peu professionnel. Les sapeurs-pompiers qui vont jouer un rôle très important aussi dans l'animation du bourg. Et là, en fait, dans les pompiers, on privilégie les artisans du feu, du bois, voilà, qui connaissent un petit peu les... Et donc forcément, le recrutement se fait vraiment chez ces artisans et ces commerçants-là. Et ça, on va le retrouver même après dans les clubs de sport. Ça reste très très présent. Et comme je le disais, les paysans, ça va être beaucoup plus tardif. C'est du fait de l'impact de la Première Guerre mondiale, comme là, voilà, et avec un petit peu ce que montrent les cartes du livre, c'est que en fait les premières associations, la première généralisation associative rurale dans les campagnes, c'est vraiment les amicales d'anciens combattants dans les années à partir de 25 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et là, en fait, comme ils s'en créent partout, quasiment toutes les communes rurales de la Mayenne ont une amicale ou une section d'amicale. Il faut des gens, et puis comme les paysans ont participé à la Première Guerre mondiale, en fait, il y a aussi une sorte de solidarité de soldats qui fait que on va les inclure. Et pas uniquement, je le répète, pas uniquement pour des raisons de revendication sur des pensions, ça se joue plutôt au niveau national. Au niveau local, c'est vraiment, là encore, pour le plaisir du lien, c'est pour ça que je les ai intégrés dedans, parce qu'en fait, quand on lit là, les recensions dans la presse, ces amicales d'anciens combattants jouent vraiment le rôle de comité d'animation de village, en fait, avec des fêtes qui peuvent durer parfois des week-ends entiers. Et c'est pas uniquement la cérémonie au monument aux morts, c'est vraiment le banquet, le bal, etc., etc. Donc là, les paysans sont beaucoup plus présents, même si ça reste en comparaison du poids de la population paysanne, c'est pas beaucoup. Il y a aussi, pas que j'oublie, le poids aussi des instituteurs qu'on voit apparaître progressivement, instituteurs privés comme publics, pour ce qui est des fanfares ou des stands de tir, puisque souvent le chef d'orchestre ou le directeur de tir, ça va être souvent, comme ça se passe à l'école, le directeur de l'école ou le maître. Et donc, aussi l'importance de l'instituteur dans cette association, ce monde associatif. Très bien. Vous distinguez deux sociabilités, l'associative et la coutumière. Comment vont-elles cohabiter, en fait ? Alors effectivement, je distingue deux. Alors la coutumière, c'est celle qui est la plus ancienne, donc c'est tout ce qui est veillée plutôt l'hiver, et puis les assemblées de village. Alors, comment elles vont cohabiter ? En fait, la première, la sociabilité coutumière, elle est déjà en déclin au début du 19e siècle. Il y a tout un effet de moralisation des pouvoirs qui, on a un petit peu marre que les gens se tapent dessus, s'alcoolisent, voilà, qu'il y a des... Et donc, ils vont, au niveau du village, le curé, mais aussi le maire, vont mettre un petit peu le holà sur l'organisation des assemblées de village. Et donc, on va décliner le nombre d'assemblées de village pour limiter la violence. Alors, c'est le discours qui est tenu par les autorités. Et puis, les veillées, on peut noter aussi un petit peu, ça commence un petit peu à décliner. Ça va être accéléré par la déprise démographique, avec la perte de population. Et donc là-dessus arrive la sociabilité associative à partir de 1830. Alors, la sociabilité de cercle ne va pas trop perturber ça, mais c'est vrai qu'après, quand les fanfares et les clubs de gym arrivent à partir de 1870-80, on a peu l'impression que ça les remplace. Mais en fait, la première était déjà pas mal en déclin. Et en fait, dans un premier temps, ça va relancer ces clubs de gym et ces fanfares vont relancer la sociabilité coutumière. La preuve, c'est que les fanfares vont prendre en main, par exemple, les assemblées de village. Et alors, ça va changer le programme, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura beaucoup plus de musique, de bal, il y aura une démonstration de gymnastique. Et donc, ça va relancer une sociabilité coutumière. Ajouter à cela qu'en termes culturels, ça va aussi ajouter une couche de répertoire, puisqu'en fait, par exemple, si je prends le cas de la musique, dans la sociabilité coutumière, les veillées étaient souvent animées avec un violonneux, un violon, donc avec des rondes. Voilà. Et quand vous avez les fanfares qui viennent avec un répertoire spécifique de polka, de valse et autres, et bien en fait, les violonneux, alors c'est là un petit peu la particularité, à l'oreille, vont dans les représentations
captent le nouvel air, et puis après, ils vont l'intégrer dans leur répertoire. Donc en fait, il y a une nouvelle couche de répertoire qui vient s'ajouter. Donc en fait, les sociabilités coutumières, sociabilités associatives s'alimentent. Enfin, c'est plutôt je parle d'acculturation, c'est-à-dire qu'en fait, la sociabilité coutumière est régénérée par la sociabilité associative, et donc ça relance. Et, bon, on peut parler d'âge d'or de la sociabilité de village dans les années 1880. J'y pourrais même un peu m'aller jusqu'à 1930, puisqu'en fait, voilà, c'est là où les deux cohabitent, en fait, et se relancent, et les deux déclinent en même temps, à partir des années 1920-1930, sous l'effet de la technologie, avec les nouveaux appareils de diffusion de la musique, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'un violonneux, mais qu'on a un piano mécanique dans le bar, que les goûts changent aussi, que maintenant, 1920, il y a du jazz, il y a de la musique américaine, et que les musiciens français ont du mal un petit peu à s'adapter. Et donc on fait venir des groupes professionnels. Je pense à un petit village où on fait venir des groupes de Rennes, voilà, des groupes de musiciens professionnels qui jouent la musique du jazz et qui viennent animer les manifestations. Et en fait, on a un déclin, avec le déclin démographique, les deux commencent à décliner fortement, coutumière et associative, commencent à décliner fortement à partir des années 1920-1930. Dans votre ouvrage, on voit peu les sociabilités féminines, vous nous avez expliqué pourquoi, mais est-ce aussi lié à un effet de source ? Est-ce qu'il y a un effet de source sur le fait que la sociabilité féminine ne soit pas... Alors, sociabilité associative, parce que moi je me suis intéressé associative féminine, je pense pas. Parce que j'ai un petit peu, comme je disais, j'ai un petit peu élargi mon champ pour cette communication que j'ai faite la semaine dernière sur les départements limitrophes. Et en fait, pour tout vous dire, ce que j'ai découvert, ce que je n'avais pas vu en Mayenne, ce qui n'est pas dans le livre, ce que j'ai découvert pour cette communication, je me suis intéressé au département du Maine-et-Loire, et en fait, il y a des femmes dans les cercles, vers 1810-1820, dans le Maine-et-Loire et du côté de la Flèche dans la Sarthe. Et en fait, c'est sans doute lié, c'est l'hypothèse que je fais, à une ancienneté de cette sociabilité qui après s'est diffusée. Mais entre-temps est arrivée une moralisation très forte dans les années 1910 qui a chassé les femmes des cabarets. Donc en fait, on n'a plus voulu qu'il y ait les femmes parce que... alors le prétexte c'était il va y avoir des insultes, les hommes ne vont pas pouvoir se tenir et donc sous l'effet de l'alcool, ils vont insulter les femmes et ça va entraîner des violences, des bagarres, etc., etc. Donc les femmes sont responsables, donc on les exclut des cabarets et on va aussi les exclure des cercles et des cercles angevins. Mais ça, en fait, je le trouve que dans le Maine-et-Loire. C'est qu'en fait, je pense qu'il y avait des habitudes qui avaient été prises. Il y a un curé, d'ailleurs, qui est en Maine-et-Loire, qui regrette que les hommes aient invité des femmes au banquet de l'association du Cercle, en Maine-et-Loire. Mais en Mayenne, je ne le vois pas. Et donc, il y a eu une sociabilité féminine, mais pas, enfin, en Mayenne, je pense pas. Je l'aurais vu parce qu'en fait, en Maine-et-Loire, il y a dans les règlements des associations des articles qui concernent justement l'exclusion des femmes, avec des amendes qui sont posées s'il y a des femmes qui rentrent dans le local. Donc, en Mayenne, il n'y a pas ça. En fait, dès le départ, 1830, en plus, avec fortement une forte influence catholique, le curé, voilà, c'est réservé aux hommes. Et après, la sociabilité féminine, on va la retrouver sous la forme de patronage catholique, qui démarre plus ou moins bien. Et ça va vraiment se décoller à partir des années 1910, où voilà, l'idée, c'est que l'Église catholique puisse diversifier ses angles d'action, et pas uniquement liturgiques, mais qu'on puisse faire aussi du récréatif. Et donc, on va développer, souvent à l'intérieur du patronage catholique général, une section féminine. Voilà. Et donc là, on va la retrouver ici. Mais globalement, les femmes sont laissées à la maison. Et il y a un historien Bernard Trémont, de la Gascogne, qui dit que la première association véritablement rurale féminine, ce sont les clubs du troisième âge. Parce qu'en fait, il explique le succès des clubs du troisième âge, mais c'est à partir de 1970. En gros, jusqu'à 1970, les femmes sont assez peu présentes dans la sociabilité. J'en prends un seul exemple, hein, dans les fanfares ou les chorales. Dès que la femme se marie, il y a des règlements qui disent qu'elle n'a plus le droit d'être dans l'association. Le mariage, c'est stop, on arrête. Donc, non, je ne pense pas que... Le tableau que je fais de la sociabilité associative rurale féminine, je pense qu'il n'y a pas d'effet de source.
Le fonctionnement et l'évolution de ces associations sont donc très liés aux personnes ainsi qu'à la démographie, comme vous avez pu l'évoquer déjà au cours de notre échange. Vous mentionnez notamment l'effondrement démographique du milieu du 19e siècle, qui touche en particulier les campagnes. Comment ce phénomène affecte-t-il la vie associative en Mayenne ? Alors évidemment, il y a une thèse qui a été faite par Georges Massé, qui est un géographe, qui a été publié en 1982, qui parle donc d'effondrement démographique. La Mayenne est montée à 370 000 habitants, pic en milieu du 19e siècle, et est tombée à 250 000 au milieu du 20e, voilà, et elle remonte péniblement au-dessus de 300 000 actuellement. Donc il y a eu vraiment une forte densité. Et donc il y a des villages qui perdent 3/4 de leur population. Et donc forcément, quand on veut créer une association, c'est compliqué. Quand vous voulez créer une fanfare, il faut être au moins 15, 20, voilà. Et il faut un chef d'orchestre qui ait des compétences. Quand vous voulez créer une équipe de foot, voilà, il faut un nombre suffisant. Voilà, donc grosso modo, il faut être voilà, une vingtaine, trentaine, cinquantaine, c'est vraiment l'idéal parce que ça permet d'asseoir l'association. Et puis après, il y a le renouvellement des générations. Donc en fait, voilà, c'est compliqué dans un contexte d'effondrement démographique de pouvoir faire durer dans la longueur les premières touchées. Ben, les fanfares s'effondrent à partir des années 1920-30 parce qu'en fait, il n'y a pas de renouvellement des générations. Les gens partent à la ville et les jeunes ne restent pas au village pour pratiquer la musique. Et donc forcément, il ne reste que les vieux. Et à un moment donné, les associations s'éteignent. Donc voilà, il y a un impact direct sur la continuité de l'association. Est-ce que cela a pu avoir un impact aussi dans la manière dont cette sociabilité s'organisait entre les villes et les campagnes ? En fait, progressivement, si je prends encore le cas des fanfares, en fait, ce que l'on constate, c'est que le pic des fanfares dans mon département, c'est le début du XXe siècle. On a des fanfares qui arrivent à rayonner sur l'ensemble de leur canton, voire même, on a 2 ou 3 fanfares par canton, donc en fait, qui arrivent à se partager. Et quand on regarde la carte 30 ans plus tard, on constate qu'en fait, il y a la moitié des fanfares qui ont disparu, et qu'en fait, celles qui interviennent à l'occasion des fêtes, ce sont des fanfares urbaines, qui viennent avec le cachet, qui viennent se produire. Et en fait, les fanfares rurales laissent la place aux fanfares urbaines qui s'imposent dans l'animation. Et après, comme en plus, je le disais tout à l'heure, avec les innovations technologiques, voilà, en fait, il n'y a même plus besoin de fanfares, puisqu'en fait, on a l'outil, on a un piano mécanique, même si c'est pas la même sociabilité, c'est une sociabilité de cabaret et de café, mais en fait, si on veut faire une animation musicale sur la place du village, on va faire appel à une fanfare extérieure. Maintenant que nous cernons un peu mieux les différentes formes de sociabilité, ça permet d'ouvrir vers une dernière thématique. Est-ce que les associations sont une porte d'entrée vers le monde politique et les processus électoraux ? Alors ça, c'était la démarche de Agulon sur le côté politique. Donc moi, forcément, voilà, moi je l'ai traité un petit peu plus côté social et culturel, mais forcément, j'y suis venu puisque il y avait l'idée que la Mayenne et tout l'ouest de la France sont un territoire ultra conservateur, voilà, etc., et que lui, il avait réussi à démontrer que, en fait, si, par exemple, le Var, où il avait travaillé, était devenu républicain, c'était parce qu'il y avait eu cette influence d'associations qui avaient travaillé, qui avaient évolué vers le républicanisme. Et donc, je m'y suis intéressé. Alors, effectivement, les associations deviennent assez rapidement des enjeux de pouvoir. Il y a des gens qui se placent comme président, bon ça existe toujours, hein. En fait, vous devenez président de l'amicale des parents d'élèves, et puis hop, tout de suite après, on vous appelle pour être conseiller municipal, et après, vous pouvez avoir des ambitions plus. Ça commence déjà ici, avec j'ai l'exemple d'un petit village où on a 2 cercles qui sont créés, et puis le deuxième cercle, le premier cercle est tenu par le maire, et le deuxième cercle, il est créé par une personne qui va se présenter contre lui. Donc en fait, on a bien des enjeux politiques qui se greffent dessus, et ça devient important. Les châtelains qui sont habitués à tenir un petit peu les villages dans ces coins-là,
on les voit évoluer de président de cercle, puis après ils deviennent, alors pas forcément président, mais membres honoraires de fanfares et de sociétés de tir. Et puis, on a une nouvelle notabilité qui apparaît avec des industriels, avec des commerçants, des artisans, qui prennent en main les sociétés sportives, qui deviennent présidents du club de foot. Donc ça installe la notabilité, et après, on peut devenir, pour se présenter aux élections municipales. Et donc, ça, forcément, ça travaille la politisation. Et ce que j'ai essayé de montrer, je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais c'est que si on a un département qui est quand même très conservateur, on a un département qui a des députés monarchistes jusqu'à la Première Guerre mondiale. En fait, on vote quand même très à droite. Malgré tout, dans les chefs-lieux de canton, où on a une vie associative assez forte, on peut avoir des maires qui sont des maires, on pourrait dire de gauche, en tout cas des maires républicains. Voilà, mais en tout cas des maires républicains. Et alors que la campagne, quand on fait des élections législatives à l'échelle du département, on va avoir un vote majoritairement conservateur. Donc en fait, il peut y avoir un lien, oui, entre vie associative qui crée un lien. C'est pas la même population, c'est pas la même vie, c'est pas le même tissu, donc forcément, il y a une implication politique derrière. Et ont-elles donc, d'une certaine manière, aidé à implémenter la République en Mayenne ou pas? Pardon? Ont-elles donc, d'une certaine manière, aidé à implémenter la République en Mayenne ou pas du tout? J'irais peut-être pas jusque... Mais en même temps, par exemple, ce qui me paraît quand même assez fascinant, c'est que, par exemple, l'Église se met à faire des sociétés conscriptes. Enfin, voilà. En 1880, la Troisième République dit qu'il faut que les jeunes citoyens puissent se battre et fait la promotion de la fanfare comme étant un modèle pour la République, la cohésion, la fortification des organes vitaux, etc. Voilà, il y a tout un discours républicain sur l'intérêt de la musique. Et en fait, l'Église, pour se défendre contre la laïcisation, reprend ces outils-là, et en fait, elle prépare les gens à faire la guerre, elle prépare les gens à faire de la fanfare, alors, même si le répertoire n'est pas forcément identique, on ne va pas forcément jouer la Marseillaise, mais en fait, on va se retrouver dans les mêmes compétitions de fanfare, on va se retrouver sur les mêmes utilisations d'armes, et donc l'association, en quelque sorte, a assimilé ce clan qui était catholique, plutôt anti-républicain, les a intégrés, parce qu'en fait, ils ont repris les outils qui étaient à leur disposition. Vous évoquez le fait que les maires sont parfois présidents des associations, ou au moins membres des comités décisionnels. Cela a-t-il un réel intérêt électoral pour eux? Alors, intérêt électoral, sans doute. Après, au départ, on est à une époque où les 1870-80, c'est aussi une autonomisation du pouvoir municipal par rapport au pouvoir central, où en fait les conseils municipaux peuvent élire leur maire, et c'est plus un maire qui est nommé par le pouvoir central. Et donc les maires vont considérer que ces associations sont un petit peu leur jouet. Et qu'en fait, on parlait d'État réseau tout à l'heure, on pourrait parler de municipalité réseau, c'est-à-dire qu'en fait, pour contrôler la commune, il y a la municipalité, mais si je suis également président de l'association de foot ou de musique, je contrôle aussi la musique et le foot. Ce qui peut créer des conflits, hein. J'avais le cas d'un des conflits que je mentionne dans mon livre à Sainte-Suzanne, où on a l'avenue d'un préfet en 1907, avec deux personnes qui sont républicaines. Le maire républicain ne veut pas, c'est pour des raisons obscures, qu'il y ait de représentation musicale, et le chef de musique, lui, veut absolument montrer la beauté de sa fanfare. Et donc, il y a une opposition. Pendant une semaine, ils sont en train... Alors, c'est le camp conservateur qui raconte ça dans la presse. Et le jour où le préfet arrive, eh bien, en fait, on a le chef d'orchestre qui a réussi à convaincre une dizaine de musiciens. Il y a la moitié qui est restée à la maison. Mais sauf que comme le préfet est de mèche avec le maire, en fait, il ne s'arrête pas, et les musiciens sont humiliés, en fait, totalement humiliés, et le chef de musique va faire un scandale à la mairie pour dénoncer le fait que le préfet ne soit pas arrêté alors qu'il jouait la Marseillaise. Et voilà. Donc en fait, il y a bien des conflits aussi qui sont liés à ça. Malgré la réglementation croissante des associations et leur rôle politique, vous évoquez l'existence d'associations illégales. Pourriez-vous nous en dire plus sur leur forme, leur rôle et leur présence dans vos sources? Je ne sais pas quoi vous renvoyez comme... Plus la notion de pas forcément tout déclarer, oui, de cette manière-là.
Illégal, oui, illégal, oui. Enfin, oui. À cause clandestine, on va dire. Oui. Tout d'abord, il y a tout ce qui est catholique, puisqu'en fait, avant 1901, une association catholique peut considérer que se déclarer auprès de l'évêque, c'est l'autorité, quoi. Et donc, en fait, ne passe pas forcément par le préfet, la préfecture. Et dans les premières années, justement, il y a tout un travail de l'autorité préfectorale pour légaliser ces associations-là. Parce qu'en fait, et parfois, quand ils font une enquête, le maire dit si, j'ai dans mon village une association qui existe depuis 40 ans. Et en fait, qui, quoi, comment. Et en fait, après, l'autorité préfectorale oblige à déclarer des statuts, oblige à déclarer. Mais en fait, on a effectivement, jusque dans les années 1850, on peut avoir pas mal d'associations et beaucoup de cercles, notamment cette première période, beaucoup de cercles existent sans que l'autorité préfectorale soit au courant. Alors après, le maire est souvent au courant. Souvent, le maire dit ah oui, c'est-à-dire lui qui signale que l'association existe depuis 20, 30, 40 ans. Ce qui fait qu'on a parfois du mal, et j'ai eu du mal parfois à dater le début. Alors parfois, il y a un effet aussi trompeur, c'est-à-dire que parfois, il y a le fait qu'on veuille revendiquer une ancienneté d'association pour pouvoir toucher plus de subventions, en disant « je suis plus vieille que l'association d'à côté ». Par exemple, en musique, il y a toute une compétition qui se fait dans les années 80 pour revendiquer le fait qu'on existe depuis 60 ans ou 50 ans. C'est vrai que jusque dans les années 1870-80, il y a effectivement encore un gros flou entre légalité et pas légalité. Et progressivement, la Troisième République arrive à, même le Second Empire arrive à rectifier ça. Donc, nous arrivons au terme de notre échange. Nous allons conclure avec quelques questions encore. Quels sont vos nouveaux projets de recherche? Après avoir travaillé sur la Mayenne et le monde associatif, souhaitez-vous poursuivre sur cette voie ou aborder un nouveau sujet ou un nouvel aspect? J'ai soutenu en 2020, le livre est paru en 2023. Depuis, ça a évolué dans deux sens. Il y a un sens, je suis resté sur la Mayenne, donc j'ai fait des choses sur l'histoire religieuse en Mayenne. Notamment, il y a une apparition mariale à Pontmain, donc j'ai fait 2 articles sur. J'ai participé à une journée d'études au Mans et puis un article sur cette apparition mariale qui est à paraître. Et puis j'essaie d'étendre ça. Je suis un petit peu, je suis au début sur un petit peu l'Ouest, voilà, un petit peu en sortant un petit peu de la Mayenne. Là j'ai participé à ce colloque sur les femmes rurales en Mayenne à travers le prisme de l'association. C'est vrai que le côté associatif, j'essaie de le développer. J'ai fait un article sur une histoire associative qui reste à faire et j'en suis convaincu. Dans tous les coins de la France, l'histoire associative est assez pauvre. C'est un petit peu un bilan, il n'y a pas que moi qui le fais, ce bilan-là, et qu'on met beaucoup l'accent sur l'école ou sur le service militaire, sur l'importance qu'ils ont eue dans l'intégration de la population française au niveau national, mais que les associations en général, le travail reste à faire. Donc voilà un petit peu, il y a un côté, rester, même si la Mayenne, c'est un choix qui a été fait au niveau logistique, au départ, je reste là-dessus, et pour des raisons pratiques. Et puis après, j'essaie d'étendre un petit peu sur cette thématique-là. Est-ce qu'on a le temps pour une question encore? Alors, fait une thèse puis publier un ouvrage, est-ce que cela aide quand on est enseignant dans le secondaire? Non. Alors, même s'il m'est arrivé de faire des choses avec mes élèves, de faire des choses que j'avais vues, voilà, comme j'enseigne en Mayenne, j'utilise aussi des documents, de la documentation. Donc forcément, quand je traite du 19e siècle, il y a des choses qui parfois, il m'arrive, mais je ne fais pas de cours sur ma thèse à mes élèves. Et non, mais j'aime bien avoir les deux pieds. J'aime bien avoir le côté enseignement et le côté recherche. Et c'est que ce soit médiéval ou que ce soit contemporain, c'est ce que je cherchais à avoir, et donc c'est ce que j'ai. Voilà.